Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Annie Chandé. Annie Chandé, qui est une femme de l'esprit, puisqu'elle est deuxième adjointe au maire de Fort-de-France, chargée de la culture, mais elle est aussi une femme de l'argent, parce qu'elle s'occupe du patrimoine de la ville de Fort-de-France. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Je vous sens un peu... Vous pouvez dire bonsoir aux téléspectateurs. Alors, bonsoir, chers regardez téléspectateurs. Bonsoir. Oui, non, je vais bien et ravie d'être reçue. C'est la première fois. Donc, voilà. Très bien. Alors, ça ne vous a pas choqué quand j'ai dit que vous étiez une femme d'argent? Vous savez, je crois qu'à mon âge, on n'est plus choqué par grand-chose. Mais effectivement, le patrimoine, c'est une richesse. Donc, je ne suis pas très choquée. Une richesse que nous avons à Fort-de-France et qui mérite encore d'être entretenue, d'être exploitée. Une richesse, ça se développe parce que nous avons beaucoup de beaux monuments et nous avons un beau patrimoine végétal qui est là et qui mérite d'être valorisé, d'être entretenu pour que la Martinique et Fort-de-France spécialement soient encore plus belles. Vous avez eu une carrière professionnelle? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? J'ai été avocat spécialement puisque j'ai exercé pendant 42 ans au barreau de Fort-de-France et je suis à l'heure actuelle en retraite. D'accord. Vous ne pouvez pas faire de faute de français quand vous vous exprimez. Or, vous venez de dire « j'ai été avocat » et non pas avocate. Est-ce que c'est exprès? C'est exprès. C'est exprès. J'explique ma position par le fait que c'est une profession qui peut être, et cette profession est neutre, elle peut être exercée par un homme ou une femme. Alors, je suis féministe, mais je n'éprouve pas le besoin de féminiser ma profession. Je suis avocat. Vous êtes avocat? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est la culture? Vous êtes chargé de la culture dans la capitale de la Martinique. Qu'est-ce que vous entendez par culture? Qu'est-ce que c'est la culture pour vous? Alors, il y a d'énormes définitions. Tout le monde a voulu peut-être définir la culture. Et je me souviens de quelqu'un, je ne sais même plus qui, a dit que la culture, c'est ce qui rend la vie supportable et la mort acceptable. Ah. Alors moi, je vais dire ceci, et j'y crois profondément, parce que la culture permet à l'être humain de se sortir de ses préoccupations primaires pour s'élever vers quelque chose de plus grand qui va l'épanouir et qui va véritablement lui permettre d'exister au monde. C'est ça la culture. Vous existez quand vous créez, vous façonnez par exemple un objet de vos mains, vous créez quand vous créez une chanson, quand vous la chantez avec foi, quel que soit l'endroit où vous chantez, même si c'est devant une rivière, vous exprimez, c'est de la culture. Quand vous dansez, vous existez autrement que dans vos préoccupations primaires, c'est ça la culture. Et je crois que cette culture est absolument nécessaire dans nos vies qui sont de plus en plus étriquées parce que les préoccupations quotidiennes nous assaillent et les informations qu'on nous donne nous angoissent. Et si nous n'avions pas la culture, l'évasion, comme la lecture, comme la danse, comme la musique, on ne pourrait pas vivre. La vie ne serait pas vivable. Et moi, j'y crois profondément. C'est ça, c'est simple à expliquer pour moi et ça représente l'essentiel de notre vie, l'essentiel. Vous êtes une femme politique puisque vous êtes partie d'une équipe qui dirige la ville. Vous avez votre deuxième adjointe et vous êtes chargée de la culture. Et j'imagine que la ville de Fort-de-France a une politique culturelle que vous mettez en œuvre. Absolument, parce que nous sommes nourris de ce que Césaire nous a laissé. Césaire a construit la politique culturelle, il y a mis des bases.
Et ces bases-là sont profondément ancrées dans le sol, il faut y aller. Et être dans l'esprit d'Aimé Césaire, parce que nous le revendiquons, nous sommes progressistes, c'est continuer ce travail qu'il a commencé très tôt. Hein. Depuis son accession à la mairie de Fort-de-France, il a posé les bases de cette culture en disant que c'était indispensable, les armes miraculeuses, parce qu'il a toujours cru à la nation martiniquaise et à la nécessité que nous soyons véritablement des Martiniquais, bien dans nos peaux, ancrés dans notre sol. C'est ça sa pensée principale, à mon sens. Et dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, parce qu'il a beaucoup été dans tous les quartiers de Fort-de-France, beaucoup en contact avec sa population, beaucoup ancré dans son environnement. Et c'est cela qui l'a inspiré. C'est pour cela qu'il a trouvé indispensable de créer le CERMAC, puisque je préside également le CERMAC, qui est le service municipal d'action culturelle. Ce service est là pour actionner la culture et pour faire que cette culture se diffuse dans tous les quartiers de Fort-de-France. C'est ça le vrai travail. Par quel moyen, le CERMAC? Alors, par quel moyen? Déjà, alors, il y a le CERMAC qui est installé, ancré à Fort-de-France, dans le parc Aimé Césaire, et qui est un petit peu à l'espace Camille d'Arcière à l'heure actuelle. Et puis, il y a les centres culturels de banlieue, il y en a 7, qui sont dans les quartiers. Aux Anvilles, Redoute, Sainte-Thérèse, l'Ermitage, Dillon, voilà. Est-ce que ces centres culturels sont actifs? Est-ce qu'ils fonctionnent bien, honnêtement? Alors, plus ou moins actifs, mais ils sont actifs. Quand vous allez, ne serait-ce qu'à Trénel, je vais prendre l'exemple de Trénel, parce que j'aime bien, et l'animatrice du centre culturel, je vais faire des jaloux. Oh, c'est les acteurs, on va les faire des jaloux. De Madame Prospa, qui développe, qui les gens dansent à Trénel, ils chantent, ils font il y a plein d'activités. Il faut parler de ça, parce que quelquefois on a l'impression que, justement, on a la fausse idée que les centres culturels ne fonctionneraient pas. Ça serait faire injure à nos animateurs qui sont des pionniers de la culture, qui sont là depuis des fois 20-30 ans et qui œuvrent en silence. Ça serait leur faire injure de dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Et il y a Madame Berdelot à Crozanville qui anime Crozanville. Alors c'est vrai que quelquefois les citoyens ne sont pas suffisamment informés. Parce que moi je crois qu'il y a quelquefois, il faut aussi faire son mea culpa, peut-être un déficit d'information. Peut-être que nous ne parlons pas assez de ce que nous faisons de nos centres culturels. Et merci de me donner l'occasion de parler des centres culturels de Fort-de-France. On parle du CERMAC, mais parle-t-on des centres culturels? Pas suffisamment. Mais nos animateurs sont là et il faut leur rendre justice. Je suis là pour ça aujourd'hui. Parce que ça ne serait pas normal qu'on ne dise pas que nous avons ces édifices-là qui sont là, qui sont ouverts directement à la population et que cette population ne les utilise pas suffisamment. Alors il y en a qui font parler d'eux. Je vais parler de Châteauboeuf, qui explose parce que quelquefois ils font leurs propres interventions, leur propre communication, etc. Mais tous les autres fonctionnent aussi. Ils sont peut-être plus anciens. C'est pour ça qu'on en parle moins, mais ils existent. Donc nous avons une vitalité qui est là, nous avons une culture qui se diffuse. Alors c'est vrai qu'il y a toujours à faire, c'est vrai qu'il y a des imperfections, mais je crois que la culture ne peut pas être enfermée. Elle est à la disposition des citoyens, donc elle doit évoluer. Et elle évolue, effectivement, puisque nous avons un studio de musique pour les jeunes qui veulent enregistrer, peut-être un premier album ou une première chanson, parce que des fois maintenant, je ne sais pas comment on dit, mais on fait un single, eh bien, ils peuvent venir à notre studio d'enregistrement de Châteauboeuf. Tout ça, c'est Aimé Césaire qui l'avait compris. Et Didier Laguerre continue avec acharnement à maintenir un niveau correct
de budget pour la culture, parce qu'il est progressiste et parce qu'il sait, pour avoir été avant administrateur au CERMAC, avant même d'être élu maire, il sait combien la culture doit continuer à avoir une place prépondérante à Fort-de-France. S'il fallait trouver une musique qui symbolise la culture martiniquaise, et qu'on vous donnait le choix entre le belay et la biguine, que choisiriez-vous? Alors, c'est une question piège. Ah bon? Oui. Oui, c'est une question piège. Parce que les deux appartiennent à la Martinique. Je crois que nous avons choisi le belay, puisque la biguine est en retrait. Donc moi, je dirais le belay. Et avoir, parce que j'étais à la soirée belay dans le grand marché de Fort-de-France samedi dernier, avoir la population foyalaise assise avec ses propres sièges, venus assister à ce moment belay, à ce moment dormier. Moi, je dis qu'on a choisi le belay et je crois qu'on a choisi ce qui est ancré au tréfonds de notre culture et qu'on est en train d'enfoncer nos racines de Martiniquais dans le sol martiniquais. Mais la biguine, c'est un mélange. Parce que nous sommes mélangés aussi, mais c'est un apport que nous avons eu après. Et nous devons aussi le maintenir, parce que c'est aussi un apport que nous avons eu. Parce que malgré tout, comme je l'ai dit et que je ne cesse de le dire, nous sommes un ensemble de cultures. Et on pourra ancrer dans le sol africain, c'est sûr, Césaire l'a rappelé, nous le rappelons sans cesse, mais avec différents apports qui sont évidents pour tout le monde. Et la biguine, c'est un peu ça. Différents apports des États-Unis, d'ailleurs, etc. Donc, on ne peut pas rejeter la biguine, mais nous avons choisi, à l'heure actuelle, parce que je suis de mon siècle, de mon temps, on va dire, nous préférons le belay. Quand vous dites « nous », c'est parce que le roi dit « nous voulons », ou bien vous dites « nous les Martiniquais », ou bien vous dites « nous, moi ». Non, je dis nous les Martiniquais. Et vous, Annie Chandé, vous êtes plus biguine que Ladja, que belay? Je suis plus belay. Vous êtes plus belay. Ah oui, parce que je suis tambour avant tout, et je suis plus belay. D'accord. Ah oui, profondément. D'accord. Ok, donc le belay... Parce que j'ai dansé aussi au CERMAC. Vous avez dansé? C'était pas la biguine qu'on dansait il y a 30 ans. Non, c'était le belay. Voilà. Vous avez été formaté toute jeune alors? Vous n'avez pas vraiment choisi? Non, pas vraiment choisi. C'était à notre disposition et il fallait prendre justement les outils qu'on mettait à notre disposition pour notre propre construction. Parce que ça permet de s'épanouir, d'être bien en public, de s'exprimer, etc. Oui. Est-ce que vous avez vu le film Begin? Oui, je l'ai vu en quelques années. Oui. Au moins plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Oui. Oui. Et donc, ces musiciens martiniquais qui ne connaissent que le tam-tam, qui dansent finalement le belay, qui est une danse de l'esclavage, qui faisait très plaisir au béquet. Parce que le béquet, pendant qu'on se battait entre nous avec le ladja ou qu'on faisait du belay, il savait où on était, puisque ça fait beaucoup de bruit, il était très content qu'on fasse... Donc c'est ça le belay. C'est la danse qui est dans l'esclavage. Et puis les nègres sortent de l'esclavage, et puis ils découvrent la clarinette, ils découvrent les instruments, ils évoluent, et ils créent donc la biguine, la mazouka, la valse, etc. Donc vous préférez ce nègre non évolué complètement, plutôt que celui qui va chercher ailleurs, qui y voit, qui a un mélange, etc. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une question piège. Je ne préfère pas. Si vous m'avez dit que vous préférez le ladja, enfin le belay. Mais au départ, j'ai dit que c'est une question piège. Parce que nous sommes ancrés dans le belay et nous devons, et moi, je le revendique le belay. Mais je ne suis pas fermé. Parce que, rappelez-vous, Césaire, poreux à tous les souffles du monde. C'est ça qu'il a dit, que la Martinique est poreuse à tous les souffles. Poreuse à tous les souffles, c'est-à-dire que moi, je dis pas que je ne le prends pas dans le sens négatif, je le prends dans le sens positif. C'est-à-dire qu'on a su prendre des influences d'ailleurs
pour les reformater, pour les mettre à notre sauce. C'est ça la biguine. Et je la revendique, je le constate qu'elle est là. Et je fais avec. Je fais avec. Ok. Donc la biguine est une invention, si vous voulez, de l'après-esclavage. Oui, et nous l'avons. Et puis, 1900, etc. et on observe aujourd'hui qu'elle a pratiquement disparu. Oui, C'est-à-dire qu'elle est en retrait, qu'aujourd'hui, toutes nos musiques, disons, traditionnelles qui datent de l'après-esclavage, a complètement été balayée par d'autres musiques, le compas dans un premier temps, et puis le zouk aujourd'hui, quoi. Oui. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie de dire, bon, le combat mené par vos parents, qui ont fait de vous ce que vous êtes, et puis qui dansaient la baguine, la mazouka, est-ce qu'il n'est pas temps quelque part de leur redonner un petit peu vie? Non, je dis parce qu'il n'est pas temps, ça m'est égal au fond. Mais je veux dire, est-ce que vous, en tant que chargé de la culture, il vous vient à l'idée que peut-être il faut redonner vie à ces musiques-là? Oui, en tant que chargé de la culture, comme vous dites, on ne peut pas laisser tomber dans l'oubli ce pan de notre patrimoine. Et il serait souhaitable, je sais l'accueil, quand le film Biguine est sorti, il a eu un accueil exceptionnel chez nous. Et je pensais à ce moment-là que la biguine, cette musique, la mazurka, la biguine, aurait fait un autre chemin. Mais il faut dire que il y a un travail culturel qui est fait, que nous maîtrisons, mais que nous ne maîtrisons pas entièrement. On ne peut pas maîtriser entièrement un peuple ou un politique ne peut pas. Donc il faut s'adapter au choix des gens. Et le choix, à l'heure actuelle, c'est le belay. Donc, le belay existe. Mais s'il faut parler de biguine, il y a d'autres, pas forcément d'autres influences, parce qu'on voit qu'on est en train d'évoluer. Il y a Biguine Jazz, le festival Biguine Jazz, et le fait de maintenir le mot biguine, c'est pour que ce mot-là ne disparaisse pas du tout. Il rappelle que la biguine a été créée avec des influences du jazz déjà au départ, et ça permet de perpétuer ce style musical. Mais est-ce qu'il faut l'introduire davantage dans nos politiques? Oui. On a toujours des manques, mais oui, il faut le faire. Dans une culture, la langue, c'est extrêmement important. La musique, on vient d'en parler, et la langue. Alors je vais vous faire de la peine, parce que je sais que vous aimez le créole et que c'est votre langue et que vous la revendiquez. Et puis vous faites souvent allusion à Aimé Césaire, forcément. Mais il avait dit que le créole est une langue infirme. Ça vous a choqué, ça? Oui, parce que peut-être que... Là, vous êtes en train de critiquer Aimé Césaire. Oui, hein. il faut dire, je vous parle avec mon cœur. Votre cœur, on n'a rien à perdre. Oui, parce que à l'époque, il a eu cette intervention dans un contexte bien particulier. Et on ne peut pas lui reprocher parce que tout son enseignement, il l'a reçu de la France, et il disait toujours, bon, il ne peut pas oublier où il a été formé. Et donc, à cette époque-là, le créole était considéré dans le sens commun même pas comme une langue, comme un jargon qui était utilisé par certaines personnes, mais le contexte ne permettait pas à Césaire d'avoir une autre position. Mais heureusement, Césaire a dit quelque chose à son époque, et le peuple martiniquais et les circonstances ne lui ont pas tout à fait donné raison, puisqu'il y a eu des penseurs, des Martiniquais qui ont travaillé sur cette langue pour lui permettre d'être écrite maintenant, puisqu'on en fait des dictionnaires, on en fait des livres complètement en créole, on chante en créole, mais on chante aussi dans d'autres langues. Mais en fait, le créole a fait son chemin pour être maintenant la deuxième langue de la Martinique. Donc, il a pu se tromper en son temps. Moi, je dis peut-être qu'il a pu se tromper parce qu'il était dans un contexte qui ne lui permettait pas de penser autrement. Mais à l'heure actuelle, le créole a la place qu'il mérite comme une deuxième langue à la Martinique et une langue qui nous permet de communiquer avec d'autres, puisqu'il y a de nombreux pays qui utilisent le créole.
C'est la deuxième langue, vous dites. Oui. Est-ce qu'elle est à égalité avec le français? Est-ce qu'il faut en faire une langue officielle? Elle est presque qu'une langue officielle, puisque vous savez que la CTM a dit officiellement que c'était une deuxième langue. Il y a eu un recours du préfet sur une décision de la CTM, mais c'est considéré comme une deuxième langue. Une deuxième langue qui doit être utilisée communément. Parce qu'avant, vous alliez dans une administration, vous exprimez en créole, eh bien, on pouvait vous dire on n'a pas compris, etc. Et on prenait l'exemple, je prends l'exemple du tribunal, où si vous allez en créole, eh bien, on va vous chercher un interprète. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, ça n'existait pas d'interprète créole. Maintenant, il y a des interprètes créoles assermentés. Et au tribunal, quand vous comparaissez, je ne m'exprime qu'en créole, personne ne vous dira rien. On va noter et on va renvoyer votre affaire ou on va appeler un interprète pour traduire vos propos. Donc ça veut bien dire qu'il y a un chemin et que c'est une langue qui est installée dans le paysage fouillalais, martiniquais, naturel. Donc il y a un créole martiniquais, un créole guadeloupéen, etc. Lorsque les Français ont voulu faire une langue, la langue française, ils ont réuni des gens, ils ont créé l'Académie française et ils ont créé la langue française. Qu'est-ce qui nous a empêché de faire qu'il y ait une langue créole pour tous les pays qui parlent créole dans le monde, pour qu'il y ait une langue créole, et non pas une langue créole martiniquaise, une langue créole guadeloupéenne, etc. Parce que le travail est en train de se faire. Le créole est en évolution constante. Puisque, comme je vous disais, on est parti de très très loin. Et si, à l'heure actuelle, le créole est considéré, est enseigné à l'université, est considéré comme une langue, il y a de l'interprétariat créole, c'est bien parce qu'il y a eu un travail. Hein. Et donc, ce travail dont vous parlez d'unification, dans 20 ou 30 ans, peut-être que je ne serai pas là, mais il se fera parce que c'est une réalité. Il permet d'unir des peuples, il permet de la communication, il permet aux gens de s'exprimer, d'échanger, et c'est extrêmement important. Il y a un monde créole qui existe dans le monde, et il va bien falloir justement qu'il y ait cette réunification. Mais vous savez, nous sommes en chemin en tant que peuple, et nous avons encore un travail à effectuer. C'est ça. Nous sommes toujours en train de nous former, en train d'évoluer, et cette évolution-là est envisageable. C'est-à-dire que lorsqu'on dit une langue officielle, ça veut dire que les documents devront être les documents administratifs importants, même pas importants, les documents administratifs devront être écrits également en créole. Je veux dire que dans quelque administration qu'on a, il ne suffira pas d'être compris si on parle créole, mais on devra vous présenter aussi un document écrit en créole. Nous sommes en chemin. Vous êtes en chemin, vous êtes d'accord pour ça? De ce travail. Nous sommes en chemin. Si vous regardez bien, les conseils municipaux à Fort-de-France sont traduits. À un moment, ils étaient traduits à un moment en créole. Bon, on a arrêté. Ils sont traduits en langue des signes naturellement. Mais il y a plein de choses où le créole va intervenir. Et il faut justement cette évolution qui se fait doucement peut-être, mais qui se fait. Les documents vont être traduits. Déjà, les directions, des fois, sont les noms des rues, des lieux sont écrits en créole. Il y a déjà un travail qui doit être accentué et qui est en chemin. Donc le créole est une langue infirme parce qu'elle ne permet pas d'accéder aux concepts scientifiques. Il n'y a pas de livres de physique, de chimie, de mathématiques en créole. Vous avez dit quoi là? Pas encore. Donc ça va venir? J'y crois. Vous y croyez? J'y crois. Très bien. À part la culture, vous vous occupez du patrimoine. Oui. Je parcours beaucoup Fort-de-France, parce que je travaille à l'Ermitage, donc en rentrant chez moi, je me fais un devoir de traverser Fort-de-France pratiquement tous les jours. Et je suis frappé du nombre d'immeubles qui sont délaissés, qui ne servent à rien et qui enlaidissent la ville. Est-ce qu'il y a un projet pour ce genre de problème-là? Ce problème-là a toujours préoccupé, je crois, la municipalité.
Mais quelquefois, pourquoi les immeubles sont délaissés? Très souvent parce que les propriétaires sont hors de Martinique et qu'ils ne s'en occupent pas. Ils sont hors de Martinique sans qu'on puisse avoir une adresse où les toucher. Et tout le travail qui se fait à Fort-de-France, c'est d'essayer justement de récupérer ces monuments. Dans le cas où ils sont délaissés, il y a des procédures qui vous permettent, si l'immeuble est complètement délaissé, c'est-à-dire que les propriétaires ont disparu, il est possible à la ville de récupérer ces immeubles, de les retaper et de les proposer à la vente. Et ce travail-là se fait à Fort-de-France. Ça se fait. Ça se fait, mais quand vous voyez que le patrimoine est complètement délaissé, c'est que le propriétaire, malgré certaines injonctions, n'a pas fait le nécessaire pour se réapproprier son bien. Alors c'est ce que je disais récemment. Les Martiniquais se plaignent quelquefois de ce que X ou Y viendrait s'occuper ou s'approprier leurs biens sans rien dire, etc. Mais quand on a un bien, on est propriétaire. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas dire « bon, ben je laisse ça là pour mes enfants, etc. » et ne jamais couper l'herbe sur votre terrain, ne pas mettre un panneau propriété privée. C'est des petites choses qu'on ne fait pas des fois, mais qui sont importantes pour dire « oui, je suis propriétaire, je m'occupe de mon bien ». Et s'il y a des immeubles délaissés, ce sont des personnes qui sont des fois connues, qui n'ont pas les moyens. Des fois, on répugne à les poursuivre parce qu'il y a des travaux à faire sur l'immeuble, ils n'ont pas les moyens financiers pour faire ces réparations. Et quelquefois aussi, ils ne veulent pas vendre le bien. Donc, ça pose beaucoup de problèmes à la municipalité. Quelquefois, quand on fait des procédures d'appropriation, et parce qu'il y a des panneaux qui sont mis sur le bien, on envoie des courriers, on essaie de faire quelque chose, et enfin, des héritiers viennent, peut-être 10 à 15 ans plus tard, vous dire « oui, je suis propriétaire, etc. » Ben, on leur remet leur immeuble. Mais ce travail de longue haleine, vous pensez bien, un travail fastidieux, mais que nous poursuivons sans relâche à Fort-de-France. Ok, c'est bien que vous soyez avocate, comme ça on va pouvoir vous poser les questions et que vous aurez les réponses. Oui. La loi Letchimy, en quoi ça facilite les choses? Alors, la loi Letchimy a été faite pour faciliter la liquidation des successions. Liquider une succession, c'est attribuer à chacun des héritiers la part qui doit lui revenir suite au décès des parents, quoi. En général, c'est ça. Vous avez des parents qui décèdent, vous avez des arrière-grands-parents qui décèdent, et bien, il y a une généalogie, on remonte, on regarde qui sont les héritiers, et il faut diviser. Il y avait des difficultés à diviser parce que il faut la majorité, il faut une majorité pleine et entière, c'est-à-dire il n'y a pas un pourcentage de majorité, il faut que tout le monde soit d'accord. L'unanimité, en fait. Il faut une unanimité, exactement, je cherchais le terme. Il faut une unanimité pour liquider, et très souvent, il y en a un qui ne donne pas son sentiment, qui ne dit rien, qui est indifférent et qui empêchait justement aux autres de rentrer en possession. Donc, voilà, on a dit que malgré le fait qu'il n'y ait pas unanimité, il est possible de diviser. C'est ça l'évolution de ce texte qui n'est encore pas suffisamment appliqué parce que les gens n'y vont pas. Nous sommes un peuple qui est resté un petit peu dans l'oralité. L'oralité, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a liquidé une succession parce que vos parents vous ont dit « voilà, je te donne tel emplacement ». Alors, tous les enfants ont un emplacement sur la terre. On continue, on paye quand on veut la taxe foncière et on estime qu'on a liquidé. Mais le bien figure toujours au nom de vos parents parce que vous n'avez pas fait la démarche qui est la démarche d'aller chez un notaire, de faire la liste des héritiers, la notoriété pour la succession,
et de liquider le bien, le patrimoine qui existe. On ne le fait pas parce qu'il y a cette idée qui persiste en disant « oui, ma mère m'a donné l'emplacement, donc c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller chez le notaire ». C'est ça l'oralité. Et il n'y a pas d'écrit. Quelquefois, il y a un écrit, il y a un courrier que l'héritier vous montre « maman m'a donné » et il estime que ça suffit. Donc il faut que de plus en plus, nous Martiniquais, nous utilisions les instruments et la loi Letchimy pour aller chez le notaire et procéder à la liquidation de nos successions. Donc grâce à la loi Letchimy, il suffit de la majorité et Voilà. non plus de l'unanimité pour liquider une succession. Voilà, il suffit de la majorité et non de l'unanimité. D'accord. Vous êtes au courant de l'affaire Fernand Bibas? Vous avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que si je vous fais une promesse de vente, je vous fais une promesse de vente, mais je ne signe pas d'acte de vente, est-ce que vous pouvez considérer que vous êtes propriétaire du bien? Ah non, vous n'êtes pas propriétaire du bien. Il faut que la promesse, déjà la promesse a une durée de vie qui est très souvent de 3 mois, renouvelable une fois, donc 6 mois. Et si au bout des 6 mois, vous n'avez pas réalisé, eh ben, vous n'êtes pas propriétaire. Cependant, quelquefois, on se rend compte que des gens, ça toujours, il y a la loi et l'esprit de la loi, les gens se disent, mais comme je vais acheter, eh ben, je suis déjà propriétaire. Et ils font des actes d'appropriation sur le bien, pensant qu'ils vont devenir propriétaires, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc Ça peut être. Donc on peut les obliger à partir. Mais bien sûr, il y a toujours des procédures. D'accord. Et donc je suis maire de Fort-de-France. D'accord. Cet immeuble-là, vraiment, il est abandonné, il déguise la ville, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible que je l'exproprie, que j'en fasse, même si personne ne se manifeste, hein, je l'exproprie. Oui. Je le fais estimer, pour savoir combien il coûte, je mets cet argent-là de côté, pour le cas où des héritiers viendraient me demander des comptes, donc j'ai acheté le bien, l'argent est là, mais j'en fais ce que je veux. Est-ce que c'est possible? Mais oui, il y a une procédure. C'est ce dont je vous parlais. Je n'ai pas été très technique, mais cette procédure-là existe. Et elle est utilisée dans certains cas. Mais quand il y a souvent des contestations, parce que les gens se réveillent bien après, donc on leur restitue naturellement le bien. Des fois, la ville devient propriétaire, et peu de temps après, les gens apparaissent, donc on leur restitue le bien sans problème. Bon, mais comme il y a beaucoup de biens abandonnés, vraiment abandonnés, qui enlaidissent ma ville, je ne peux pas tout acheter, et puis s'il vient, ben, j'ai acheté, terminé. Oui. Je ne peux pas faire ça. Vous savez, quand vous dites qu'il y a des biens abandonnés, il y a des biens qui ne sont pas entretenus, Oui. et il y a des biens abandonnés. Oui. Donc, dans le lot, on ne peut pas faire la distinction. Sur les biens qui ne sont pas entretenus, la ville là aussi actionne, puisqu'elle envoie des courriers pour dire, écoutez, votre terrain, il y a une maison, vous n'entretenez pas, il y a des rats, etc., les voisins se plaignent, etc. Nous demandons aux héritiers d'agir. Est-ce que vous pouvez exproprier à ce moment-là? Mais s'il n'y a pas de réponse, mais au bout de certains temps. Mais de certains temps, systématique. D'accord, mais c'est de combien de mois le temps? La Vous écrivez aux héritiers, vous leur dites, bon, je vais vous exproprier. Et ils donnent ça. Il faut compter 1 an ou 2 ans. 1 an ou 2 ans. En moyenne. C'est pas très long. On attend 1 an ou 2 ans et puis après on prend la maison. Oui, mais on ne peut pas le faire systématiquement parce que très souvent il y a des héritiers qui se réveillent, comme je vous dis. On pensait qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas d'héritier. Ils se réveillent dans le délai, ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Ils n'agissent pas, donc les délais sont suspendus, on doit reprendre les procédures. Il y a énormément de difficultés. Vous savez, les gens sont malins. Ils ont des biens, mais ils ne les entretiennent pas. C'est ça aussi. Il ne faut pas dire que tous les biens, ce sont des biens abandonnés. Ils ne sont pas tous abandonnés. Sur ceux qui sont vraiment abandonnés, on agit et on se les approprie, la ville se les approprie, et on en fait quelque chose. On les remet en vente, naturellement. Vous les remettez en vente? Oui, on le fait. Il y a un travail qui se fait, mais
le délaissement est tellement énorme que c'est un travail de longue haleine. Et vous savez que les salariés de la ville, les administratifs ne sont pas légion. Donc le service a beau être fourni, on n'y arrive pas. Vous les remettez en vente, c'est ça? Ah oui. Ok. Est-ce que vous trouvez acheteurs? Quelquefois, oui. Quelquefois, c'est souvent ou pas souvent? Le plus souvent, il y a des acheteurs, oui. Qui font quoi? Qui viennent habiter à la rue Isambert ou à la rue Lamartine? Ils en font ce qu'ils veulent, oui. Non, mais vous avez une expérience de cette ville quand même. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent habiter dans le centre-ville? Oui. Et notre travail, justement, le travail de la ville de Fort-de-France, c'est de faire que les gens reviennent en ville. Il faut qu'ils reviennent en ville. Par exemple, il y a un projet, vous connaissez les locaux de l'ancien Crédit Mutuel qui se trouve à l'angle de la rue Garnier-Paget, c'est de la rue François Rago. Eh bien là, on a un projet d'immeuble à faire, un immeuble avec des studios, des choses abordables pour que des étudiants ou des personnes, des jeunes travailleurs ou des personnes seules puissent revenir habiter en centre-ville. C'est ça le travail aussi qui est fait. Un travail de fourmi que vous ne voyez peut-être pas à l'œil nu quand vous traversez Fort-de-France, mais qui est fait. Il y a des projets. Alors, quelquefois aussi, il faut dire ce qui est. On part avec quelqu'un qui a un projet, et puis qui a des difficultés financières. Le projet ne peut pas se faire comme c'était prévu. Ça nous revient. Il faut repartir avec d'autres promoteurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce travail-là, c'est un travail acharné que les services de la ville font. Vous avez, et c'est très louable, tenté de créer ce centre commercial à Cour Périnon, au centre-ville, au centre de Fort-de-France. Comment ça marche? Alors là, je ne vais pas... vous avez dit que je suis... Culture et patrimoine. Du patrimoine et de la culture. Et c'est du patrimoine des immeubles et des monuments qui existent dans la ville, pas de tout. D'accord. Et donc ça, c'est une partie économique qu'il vous faudra aborder. Je sais que vous avez reçu mon collègue Alain Alfred tout à fait récemment. Je ne sais pas si vous avez abordé avec lui ce... Non, on n'a pas pu. Mais voilà. C'est avec lui qu'il fallait le faire. Il fallait le faire avec lui. Bon. Alors, tant pis pour vous. Je vais vous parler du Fort Saint-Louis. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas réapproprié le Fort Saint-Louis? Pourquoi c'est vraiment un monument historique? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y aller, le visiter? Pourquoi il ne nous appartient pas? Alors là, je n'ai pas véritablement la réponse, mais j'ai le projet. Alors, le projet, c'est... Vous savez que la ville de Fort-de-France est propriétaire du fort Tartanson. On ne peut pas le voir, mais vous voyez, j'ai écrit ici, elle va me parler du Mont Tartanson. Et je l'ai écrit, Mont Tartanson. Non, mais c'est ça. Et il y a un projet de relier tous les forts, parce que la ville est intégrée dans une association, a adhéré, à une association qui s'appelle Carifort, et qui développe l'histoire des forts, et qui rend les forts visibles par toute population, et la population locale et touristique. Mmh. Et nous avons dans nos cartons l'idée de permettre, avec négociation, que l'histoire des trois forts soit développée quand les personnes le souhaitent. Ils pourront visiter à terme, on a ce projet-là. C'est quoi le troisième fort? Le troisième fort, c'est le fort Dezé. Qui appartient à l'armée également. Mais nous avons ce projet de relier les forts et que de développer l'histoire des trois forts et d'entamer des négociations de façon à ce que les visites puissent être coordonnées. Parce qu'il existe des visites sur le fort Saint-Louis, il existe des visites sur le fort Dezé que nous ne maîtrisons pas, mais nous avons dans les cartons, dans le projet, le souhait que les visites soient coordonnées avec une possibilité de visiter les trois forts. C'est un souhait que nous avons et
qui sera certainement réalisé, si ce n'est par moi, par d'autres. Parlez-moi du CERMAC, alors, comment il se porte actuellement? Qui est-ce qui dirige le CERMAC? Est-ce qu'il y a des gens qui y viennent? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, le CERMAC est dirigé par sa directrice, j'allais dire emblématique, Lydie Bétis, qui est là depuis quelques années et qui bataille ferme pour que le CERMAC demeure. Et le CERMAC est bien là. Le CERMAC est bien là puisque nous avons toute une équipe au sein du CERMAC. Nous avons le Grand Carbet qui fonctionne plus que jamais avec toutes sortes de spectacles. Nous avons les centres culturels dont j'ai parlé et nous avons ces ateliers qui sont dans le parc. Nous avons des ateliers à l'espace Camille Darcière. Donc c'est un ensemble culturel. Nous avons le théâtre Aimé Césaire qui fait partie du CERMAC aussi. C'est l'ancienne mairie de Fort-de-France. Voilà, où il y a une programmation annuelle. Tout ça est maillé pour que, justement, Fort-de-France soit animé culturellement pendant toute l'année, même s'il y a de la culture ailleurs, mais la ville de Fort-de-France fait ce travail de culture toute l'année avec un centre, avec le CERMAC qui est bien ancré à Fort-de-France et qui chaque année fait une ouverture en septembre, une ouverture vers le public, puisqu'à cette occasion-là, les familles, tout un chacun, peut venir parler avec un animateur, s'informer sur une activité qu'il souhaiterait faire. C'est des temps forts que vous pouvez utiliser. Alors, il y a beaucoup de personnes retraitées malines qui viennent nous voir. Attends, vous avez dit quoi, maligne? Malines, parce qu'elles viennent très tôt. Ah, elles ont le temps pour ça. Oui. Et nous avons besoin aussi des plus jeunes qui sont là aussi. Et nous avons besoin de tout un chacun, justement. Mais nous sommes bien fréquentés par tous les publics. J'ai dit les malines, les personnes d'un certain âge, parce qu'elles sont dans tous les ateliers. Et c'est heureux, parce que c'est à la retraite qu'on a le temps encore plus de s'épanouir. Et elles sont au CERMAC. Et merci. Merci parce qu'elles sont là. Et bien là, il nous faut tous les publics. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, comme je disais. Et le CERMAC fonctionne. Alors, bon, il y a des difficultés. Il y a des difficultés financières qui des fois ralentissent nos activités. Mais ce n'est pas ces difficultés financières qui vont faire que le CERMAC ne va pas exister, parce que nous avons des temps forts comme le 21 mai et comme le Festival culturel de Fort-de-France qui font que nous sommes tellement ouverts sur nos populations que ces populations attendent ces temps forts-là. Et le festival permet le rayonnement de la culture dans la ville et dans le pays tout entier. Nous avons des spectateurs par dizaines de milliers qui attendent ce moment. Il n'y a qu'à voir quand nous avons du jazz, du compas, d'autres... Enfin, nous avons toutes sortes d'activités. De la danse cette année. Enfin, on a des activités diverses et variées qui font que, à chaque fois, le festival est attendu, le festival est fréquenté, le festival est apprécié. Et il y a le fait aussi que beaucoup d'artistes martiniquais souhaitent intégrer le festival culturel de Fort-de-France parce qu'ils savent que c'est une vitrine. Et quelquefois, nous avons beaucoup de demandes que nous ne pouvons pas satisfaire. Parce qu'ils viennent, ils veulent passer tel jour, ils veulent présenter tel projet, etc. Et c'est un gros travail pour leur dire, ben non, il y a une programmation, on ne peut pas vous mettre, on vous mettra l'année prochaine, etc. Donc, ça prouve que le CERMAC est bien la vitrine qu'il faut aux Martiniquais, puisqu'à un moment ou un autre de leur développement personnel culturel, ils viendront au CERMAC demander à être reçus ou demander à être programmés. Voilà ce qu'on peut dire sur le rayonnement du CERMAC. Okay. Il y a quelques jours, je regardais le centre Camille Darcière et je me disais, est-ce que vous le laissez dans cet état-là parce qu'il fait partie du patrimoine et il ne faut pas y toucher, comme on ne touche pas à une antiquité, ou bien est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les moyens de le repeindre, de le remettre en état?
L'espace Camille d'Arcières appartient à la CTM. La CTM a un projet. Pour ce centre, je ne vais pas parler du projet CTM que je ne connais pas, mais a un projet. Attendez, comment vous ne le connaissez pas? Vous le connaissez, vous ne voulez pas le dire, mais vous ne pouvez pas ne pas le connaître quand même. Je le connais, mais vous il y a un projet, en tout cas de rénovation de cet espace. Il y a un projet de rénovation, en tout cas. Ça, le président l'a dit et ça, c'est clair. Un projet de rénovation de l'espace. La ville, pour l'instant, y est de façon précaire, puisque les ateliers qui se trouvent à l'espace Camille d'Arcières doivent regagner le parc culturel Aimé Césaire, où nous avons des bâtiments qui, eux aussi, doivent restaurer. Donc, nous sommes un petit peu dans une impasse, parce que réparer ou rénover, ce que pourrait faire la ville, ce seraient des petites réparations qui ne permettraient pas à l'édifice d'être véritablement restauré. Ce que souhaite faire la CTM, c'est véritablement une restauration de ce patrimoine qui est extrêmement important. Et nous sommes donc dans un entre-deux qui, j'espère, ne va pas durer trop longtemps, et puisque nous allons dans un avenir proche, plus ou moins proche, pouvoir restituer à la CTM cet immeuble. Est-ce que la CTM va en faire un lieu culturel, de culture? Je pense bien. Je pense bien. D'accord. Il y a une réflexion dessus. C'est ce qui était prévu. Ça sera de la culture de toute façon. C'est eux qui ont la maîtrise de leur projet, donc je pense que ça se passe. Est-ce qu'il y a un rapport entre la culture et l'économie? Est-ce qu'il y a un mariage possible? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que... Est-ce que c'est votre préoccupation? Il faut que ça soit notre préoccupation. Je dis, c'est pas notre préoccupation première, mais c'est notre préoccupation. Pourquoi? Parce qu'il faut créer de la richesse, il faut créer... les Martiniquais ne peuvent pas ne pas s'intéresser à leur culture et ne pas... nous avons des besoins. Donc la culture permet justement de créer de la richesse parce que il peut y avoir, par exemple, un tourisme culturel où les gens payent pour venir s'intéresser à nos monuments, à tous les monuments d'ailleurs. Hein. Nous avons l'espace muséal Camille d'Arcières qui est à côté de l'ancien théâtre, à côté du théâtre. Nous avons la maison d'Aimé Césaire. Ce sont des monuments culturels où les gens payent parce qu'ils souhaitent connaître notre culture. Et donc ça engendre de l'économie, c'est ça le principe. Et Fort-de-France a dans ses projets de restaurer à la fois l'espace muséal, c'est-à-dire l'ancien bureau d'Aimé Césaire, qui est en pleine restructuration, aménagement, et la maison d'Aimé Césaire, avec l'aide de la CTM, nous sommes en train de complètement rénover aussi cette maison d'Aimé Césaire pour qu'elle soit un véritable musée qui accueille des visiteurs, j'espère, du monde entier et de la Martinique principalement. C'est une expérience personnelle. C'est lorsque j'ai vu le Grand Ballet de Cuba, j'étais à Paris, j'ai vu le Grand Ballet de Cuba, ça m'a donné l'envie d'aller à Cuba. Le seul fait de voir ce grand ballet. Tout à fait. Et il y a un monsieur qui s'appelle Lelou Boislaville. Il a réussi à faire un grand ballet de Martinique et à le projeter dans le monde. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi il n'y a pas un grand ballet de Martinique sponsorisé par la ville de Fort-de-France et qui parcourrait le monde? Alors, il existe toujours, parce que Madame Suzon Sainte-Rose est le fait revivre. La directrice des grands ballets de Martinique. Le grand ballet existe. Alors, sponsorisé spécialement par la ville de Fort-de-France, je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a une demande en ce sens, mais nous aidons le Grand Ballet. Nous subventionnons, comme on subventionne d'autres associations, nous subventionnons le Grand Ballet de Martinique. Alors, est-ce que le rayonnement n'est peut-être pas le même,
parce qu'il y a une évolution qui a fait que le Grand Ballet n'a pas c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous ne le faites pas revivre? Il y en a d'autres aussi qui ont pris le relais. C'est une idée à développer. Nous avons rendu récemment hommage à Loulou Boislaville en apposant une plaque sur sa maison. L'ACTM aussi lui a rendu hommage. Il est sur son lieu d'habitation qui était le prêcheur à un moment donné. Nous avons rendu hommage à Suzanne Sainte-Rose récemment lors du 8 mars. C'est-à-dire que le Grand Ballet de Martinique et le travail qui est continué par Suzanne Sainte-Rose est un travail que nous saluons et parce qu'elle a permis au monde entier, ce travail-là a permis au monde entier de découvrir la Martinique. Et je crois absolument qu'il faut le continuer. Et nous avons cette idée qui est en germe, mais nous devons faire aussi avec les humains. Est-ce que le cinéma est un produit culturel? Le cinéma peut être un produit culturel. Attendez, est-ce que ça peut être ou est-ce que c'est? C'est un produit culturel. culturel. D'accord. On dit que les États-Unis ne dominent pas le monde avec leur bombe atomique, mais avec leur cinéma. Alors pourquoi est-ce que vous ne développez pas le cinéma en Martinique? Parce que, bon, il y a un temps où il fallait effectivement, on le voit, il faut l'intéressant avec ça, les grosses caméras et tout. Mais aujourd'hui, on peut faire du cinéma avec des petites caméras. On peut faire un excellent cinéma sans grands moyens. Pourquoi la ville de Fort-de-France ne se lance pas dans cette... Alors là... Parce que le Cermak, il y a beaucoup d'images. C'est la tradition du Cermak. Au départ, c'était vraiment les images. C'est ça, nous avons perdu d'ailleurs de très grands animateurs et des très grands photographes. Il y a Marie-Claire Delbessila qui a fait des images extraordinaires, et il y en a d'autres. Nous les montrons, c'est vrai qu'il y a un atelier à faire un petit peu revivre. Vous savez, très souvent, ce qui fait qu'il y a des fois des arrêts dans le développement de certaines activités, c'est qu'il y a des animateurs passionnés qui disparaissent et on ne trouve pas, pas de relève, tout le temps de relève et de relais pour reprendre les activités. C'est vrai qu'à un moment, il y avait beaucoup d'images au CERMAC. C'est un peu, peut-être retombé, c'est un peu en retrait, mais dans l'idée, nous allons reprendre cette activité. C'est absolument dans les cartons. Avoir une activité cinématographique en Martinique. L'étendre au cinéma, photographique, cinématographique, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que vous n'avez pas abordée, que vous souhaitez aborder? Alors, je ne sais pas s'il y a une question, un sujet, quoi, je veux dire. Un sujet, je ne vois pas pour l'instant parce que c'est tellement vaste. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. D'accord. J'ai certainement oublié, mais en tout cas, ma volonté, c'était de dire que la culture vit, elle vit dans les quartiers, elle mérite d'être développée davantage dans les quartiers, mais elle existe. Ce que je voudrais dire, enfin, nous développons aussi la culture lors de la fête de la musique. C'est un événement qu'on ne célébrait pas de la même façon il y a 20 ans et qu'on a développé à Fort-de-France parce que tellement on croit à la culture, et c'est ainsi que lors des fêtes de la musique, le 21 juin, il y a très souvent 30 ou 40 points où les musiciens s'expriment. Il suffit qu'ils demandent à s'exprimer pour qu'ils soient reçus et qu'on les mette on mette à disposition pour eux des moyens pour qu'ils puissent se produire. Et je crois que ça, c'est une progression. D'année en année, nous augmentons le nombre de points. Il y a des points dans les quartiers, il y a des points en centre-ville. Alors très souvent, ils aiment le centre-ville, il y en a d'autres qui aiment les quartiers. Mais en tout cas, la fête de la musique, c'est un moment que nous développons et qui a pris de l'ampleur ces 5 dernières années. Et je voulais saluer le travail qui est fait par les responsables administratifs, notamment Mathieu Petit et d'autres, à Fort-de-France. Voilà. Nous sommes français, nous sommes une région de France.
Est-ce que... Oui, vous Oui. êtes bien d'accord avec ça? Oui, tout à fait d'accord avec ça. C'est une évidence. Et c'est pour ça que nous fêtons la musique. Je parlais de la fête de la musique et j'ai terminé sur ça. Donc voilà. Et donc, nous apportons à la nation française une culture régionale qui est la nôtre. Est-ce que cette formulation vous va? Nous sommes une culture régionale, nous sommes une culture d'une région française, une culture particulière d'une région française. Ou est-ce qu'il y a une autre définition de la culture martiniquaise? Pour l'instant, c'est cette définition-là, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes français, donc, et nous sommes une région de France, une collectivité qui fait partie de la France, qui est intégrée dans la France, et c'est normal que nous lui apportions notre culture. Donc nous avons... Oui. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous la sauvegardons chez nous. Est-ce qu'elle est exportée comme il se doit? Je pense que la culture martiniquaise a à être encore davantage connue en France même. Mais en tout cas, pour qu'elle soit davantage connue en France, il faut que nous la sauvegardions plus que jamais chez nous. Est-ce qu'il y a une culture martiniquaise qui est à ce point différente de ce que nous apporte la France? Je veux dire que... est-ce que nous sommes... Bon, je pose la question, est-ce que nous sommes un peuple? Mais nous sommes un peuple. Nous avons une manière de chanter, de parler, de sourire, de manger qui est tout à fait particulière. On a beau vouloir tuer notre art culinaire en nous abreuvant de pizza, de burgers et d'autres choses, mais tout bon Martiniquais va manger ses crabes à Pâques, et ça c'est une culture particulière. Et je crois qu'on a beau faire, ça ne disparaît pas. Même s'il y a des petits pans de notre cuisine qui ne sont plus tellement montrés dans les restaurants, qui ne sont plus proposés dans les restaurants. Par exemple, un court bouillon de poisson, ça se perd un petit peu. Mais heureusement, nous avons les crabes à Pâques. Et à ce titre-là, moi je dis que nous avons une manière d'être qui est spéciale, et c'est pour ça que nous sommes un peuple. Nous avons un territoire aussi, il ne faut pas l'oublier, nous sommes une île. Voilà. Est-ce que le fait que les Alsaciens mangent de la choucroute fait des Alsaciens un peuple? Non, parce que eux, ils ont une histoire qui se calque sur l'histoire de France. Tandis que nous avons une histoire singulière. Nous avons une partie de la France, mais nous avons une partie de l'Afrique, nous avons une partie de l'Inde, nous avons une partie de la Chine, et ça fait que nous sommes spécifiques. Et c'est pour ça aussi que nous sommes un peuple. C'est un peuple unique au monde. Absolument. Et moi je dis unique au monde, et c'est un peuple modèle. Parce que nous vivons en harmonie profonde avec différentes cultures. Et ces cultures-là sont de plus en plus visibles. J'en veux pour preuve le fait que le Nouvel An chinois ait pu être exposé au public au Grand Carbet tout à fait dernièrement au mois de février. Ça veut dire que au fur et à mesure, ces cultures veulent coexister, et elles coexistent depuis des années en silence, et elles coexistent maintenant au grand jour. Et je crois que c'est heureux pour nous rappeler que nous sommes des peuples différents, qu'il y a eu un brassage, et que c'est ce brassage-là qui fait que nous sommes uniques. À votre avis, notre culture, vous avez l'air d'être ennuyé là. Non? Non, vraiment. Non, je vous écoute. Je me suis mis en vigilance pour vous écouter. Vous êtes vraiment en vigilance. Oui. Nous sommes plus proches de la culture des Haïtiens ou de la culture des Français de l'Hexagone? Je crois que nous sommes plus proches de la culture des Haïtiens, ça c'est évident. Déjà, nous sommes proches géographiquement, proches par notre histoire, par la construction de nos peuples, proches par notre façon de penser, de chanter, de danser, de manger. Je crois que
nous sommes plus proches des Haïtiens que des Français, ça c'est sûr. Voilà. Vous voulez que je vous piège? C'est une évidence. Je peux vous piéger à la fin de l'interview, là? Je peux vous piéger? Je ne sais pas. Mais si je suis piégé, je vais constater que le piège s'est refermé sur moi. Je suis prête à tout. Si je suis venue, c'est pour m'exprimer et exprimer l'opinion de la ville, l'opinion de mon maire, Didier Laguerre, l'opinion aussi de mes collègues, dire ce qu'ils pensent aussi des fois, le ressenti donc piégé, je ne sais pas. Non, c'est parce que je me sens capable de me citer beaucoup de vers de poèmes français, mais aucun vers d'un poème haïtien. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas à peine de chercher, je ne me trompe pas. Non, j'ai lu des poètes haïtiens, Jacques-Stéphane Alexis notamment, qui m'a beaucoup bouleversé. Mais vous avez la culture française est là, on ne va pas se renier, on ne peut pas se renier. Mais c'est ce que vous avez l'air de faire en disant que vous êtes plus proche. Mettons, la culture haïtienne, c'est le vaudou, par exemple. Oui. Est-ce que vous êtes plus proche du vaudou que du christianisme? La question n'est pas si évidente. Donc vous voyez que c'est pas si évident que ça. Et je suis sûr aussi. Mais je dis qu'il y a plus de points communs, ça c'est sûr, avec les Haïtiens qu'avec la France. Oui, on a plus de points communs, ça c'est évident. On a le créole en commun où on peut échanger aussi, on a la langue aussi avec eux. Mais avec les Français aussi. Hein. Aussi nous avons la langue. Oui, non, mais nous avons le territoire, ils sont de la Caraïbe. Nous avons la langue, nous avons la manière de Vous avez déjà parlé créole avec un Haïtien? Oui. Vous comprenez tout ce qu'ils disent? Pas tout, mais si je ne comprends pas, je fais répéter. Non, mais on arrive à se comprendre. Oui, mais quand un Français me parle, je comprends tout de suite. Quand un Haïtien me parle, j'ai des difficultés. Oui, non. Ce sont des difficultés légères, il ne faut pas exagérer non plus. Ah, ça dépend, des fois, ils parlent tellement vite qu'on ne comprend pas très bien. Mais vous savez qu'il y a des Français qui parlent très vite aussi. Je comprends quand même. Si vous allez dans le Nord, vous risquez de ne pas comprendre. Et si vous allez en Alsace aussi. Hein, est-ce qu'il peut venir à votre idée que vous habitez quelque part, vous avez des voisins, et que vos amis ne sont pas vos voisins, mais plus loin? Est-ce que le voisinage est forcément quelque chose qui doit entraîner l'amitié? Je ne dis pas que les Haïtiens ne sont pas nos amis, c'est que l'argument donné du voisinage me paraît un petit peu bizarre, quoi, je veux dire. Moi, je crois que le voisinage doit inclure l'amitié et la bienveillance. Parce que quand on est tout près, on doit s'intéresser, et même si c'est physiquement, vous avez un voisin, même si ce n'est pas votre ami, il sera plus près de vous que celui qui est... Non, on parle d'amitié, pas de contact, on parle d'amitié. Je peux être l'ami, je peux être très bien avec mon voisin sans être son ami, et puis être l'ami de quelqu'un de plus lointain, de plus éloigné. Ça peut arriver, mais il vaudrait mieux être en bienveillance et en amitié quand même avec son voisin. Je crois que c'est important. Et nous avons à nous situer dans la Caraïbe davantage. Et je crois que le président actuel de la CTM l'a compris, parce qu'il a multiplié les échanges avec les instances caribéennes. Et je crois qu'on en a besoin. Est-ce que la Caraïbe et l'Amérique du Sud est un monde qui vous semble apaisé ou dangereux? Dangereux, je ne crois pas. Quand on ne connaît pas, on pense qu'il y a danger. Mais quand on connaît, je pense qu'il n'y a pas de danger. Nous avons essayé, et je pense que la CTM le fait, a fait des voyages d'échange avec, et tente de faire des échanges avec le Brésil. Parce que avant ça, il y a eu des Martiniquais qui sont allés au Brésil. Il y a eu des Martiniquais anciennement qui sont allés construire le canal de Panama. Il y a eu des Martiniquais qui sont allés au Venezuela. Donc, où est le danger quand vous avez la volonté de faire? Le danger est quand vous êtes peureux, craintif, quand vous n'avez pas cette ouverture d'esprit qu'Aimé Césaire nous a donnée.
Aimé Césaire nous a montré qu'il ne faut avoir peur de personne. Le concept de négritude nous a permis de nous affirmer au monde et nous a permis de dire que nous étions comme ça et qu'il fallait nous accepter comme ça. Alors après, on a pu critiquer le concept, mais le concept a permis de nous épanouir, d'aider à notre épanouissement en tant que peuple noir. Et je crois que ça a fait son chemin, qui fait que maintenant, nous, comme avant d'ailleurs, nous n'avions et nous n'avons peur de personne. Et moi, je dis en plus qu'il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de petit peuple. Il n'y a que des pays et il n'y a que des humains dans ces pays. Il ne faut jamais se penser petit, il faut toujours se penser grand. Et c'est ça aussi personnellement que je ressens et que je souhaitais dire ici. D'accord. Merci beaucoup pour cette conclusion. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous pendant un peu plus d'une heure avec Madame Annie Chandé. Madame Annie Chandé est deuxième adjointe au maire de Fort-de-France. Elle est en charge de la culture et du patrimoine. Merci de vous avoir honoré de votre présence. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. C'est un plaisir. Voilà. Moi Ça a aussi. été un plaisir pour moi de répondre et de m'exprimer sur ce travail que je fais à la ville de Fort-de-France avec mon maire, Didier Laguerre. D'accord. Merci beaucoup.